Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de cette première étape de Paris-Nice. On partait de Plaisir pour aller où? À Plaisir, c'était une étape en boucle, on passait pas loin de Montfort-l'Amaury, on traversait la vallée de Chevreuse. Enfin, on faisait un tour des Yvelines et l'étape a, comment dire, été animée. Au niveau du scénario, j'avais prédit certaines choses, comme le fait qu'on n'aurait certainement pas une échappée qui durerait très longtemps, ça a été le cas. Qu'on aurait peut-être des chutes, c'était le cas, je ne sais plus si je l'avais dit dans la vidéo, mais avec les conditions climatiques, ça allait être animé, ça a été le cas. Par contre, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des coureurs qui se retrouvent, beaucoup de coureurs se retrouvent à ne plus pouvoir jouer la gagne. Hein. Sur ce Paris-Nice, il faut très clairement le dire que beaucoup de coureurs ont perdu beaucoup de temps et je ne m'attendais pas à ce que, grosso modo, la gagne se joue entre 28 coureurs, une trentaine de coureurs simplement pourront jouer la gagne. Après cette étape, donc il y a beaucoup de déçus et peu d'heureux. Alors la course, au niveau de ce qui s'est passé, on a eu une échappée très courte avec Romain Cobot et Jonathan Hiver. Ça a duré environ 70-75 km jusqu'à la mi-étape. Ils ont été rattrapés à la mi-étape, à l'arrivée sur le circuit autour de Plaisir avec cette fameuse côte je vais retrouver le nom, c'était le Château. Voilà, à 4 km 5 de l'arrivée, mais qu'on prenait deux fois avec 400 mètres de pavé. Ça, j'avais oublié de le dire lors de la présentation de l'étape. À 100 km de l'arrivée, on a une grosse accélération, par exemple de la Ventie, mais d'autres équipes. Hein, il n'y avait pas simplement que la Ventie. Et ça piège Richie Porte et De Rennes qui ne reviendront pas aux avant-postes. À mi-étape, donc plus d'échappée. On a Jonathan Hiver qui ressent encore dans le premier passage pour la côte, c'est pour prendre le maillot à poids, qu'il aura donc demain. Et on a le tournant de la course à 60 km de l'arrivée avec une chute où on a Barguil et Romain Bardet qui tombent alors qu'ils étaient devant, vraiment à l'avant du peloton, mais on sait que sur des coups de bordure, voilà, ils tombent à la sortie d'un rond-point. Il y avait beaucoup de vent et puis surtout beaucoup de pluie, donc la route était très humide et impossible pour les deux d'éviter la chute. On a cru à un moment que Barguil ne repartirait pas, il est reparti, mais pour le moment il est 15h30, je n'ai toujours pas son classement. Pour l'instant, j'ai que 96 coureurs dans le classement donné par l'organisation. Bardet, lui, repart, mais en perdant beaucoup de temps. On a donc un groupe de 16 qui se forme avec Quintana, Alaphilippe, pas avec Pinot qui a été retardé par la chute, mais vous avez Quintana, Alaphilippe, Sagan dans ce groupe-là. On avait également Nibali. Non, pas Nibali. Nibali était dans le deuxième groupe. Il y avait des coureurs de F Education First, je ne sais plus lesquels. Mais voilà. Et puis Tige Bennett, des coureurs de ce type-là. Il y avait Kat Sunweb, par exemple. À 30 km de l'arrivée, alors que vous avez deux groupes, donc le groupe Pinot et le groupe Alaphilippe ne se sont toujours pas rejoints, eh bien vous avez le premier sprint intermédiaire. Alaphilippe part avec Tige Bennett, c'est en haut d'une bosse. Ils vont faire un écart d'une vingtaine de secondes. Derrière, ça se regarde dans le groupe Quintana, qui voit le retour du groupe Pinot. Pendant une vingtaine de kilomètres, il ne va pas se passer grand-chose. Alaphilippe et Bennett passe le deuxième sprint intermédiaire devant. C'est encore Alaphilippe qui prend les 3 secondes de bonification. Donc il a pris 6 secondes de bonification. Derrière, ça commence à rouler à 10 km de l'arrivée avec EF Education First, avec Cortina qui a fait un énorme travail. Et puis on se retrouve donc avec l'attaque à 4 km 5 de Dylan Teuns et Charman dans la côte de Nofle. Le château, j'arrive pas à lire ce nom de ville. Et puis ils rejoignent le groupe avec Alaphilippe et Tige Bennett à 3 km, 2 km et demi de l'arrivée. Ils se retrouvent à 4 à jouer pour la gagne, mais victoire de Schachmann, l'allemand, qui s'impose devant Bennett. Il y avait Dylan Teuns, Bennett et Alaphilippe, qui a eu du mal en fin d'étape, on le sentait. Il aime pas quand il fait froid et qu'il y a de la pluie. Les gens de France Télé l'ont enfin dit. Ils m'ont copié. Mais voilà, c'est toujours compliqué pour Alaphilippe, les fins de journée comme ça, ou les étapes où les conditions climatiques sont difficiles. Allez, on passe aux coureurs français. Top et flop des coureurs français. Depuis longtemps que j'avais pas fait ce format. C'est depuis longtemps que j'avais pas fait ça sur les courses cyclistes. J'avais hâte. Les coureurs qui font la bonne opération du jour, on commence avec Julien Alaphilippe qui a été offensif aujourd'hui, qui est sorti, qui finit donc à 7 secondes au général. Donc pour le moment c'est plutôt bien embarqué sur ce Paris-Nice.
Il a tenté un coup en fait. Je pense qu'au départ il s'attendait pas à ce qu'il sorte, mais derrière en fait Quintana a fait une cassure quand il s'est rassis. Vous voyez donc à 1 km du sprint intermédiaire, il y a Bennett qui sort, Alaphilippe suit, il y a Quintana, et puis Quintana en fait n'arrive pas à suivre tout simplement, il se rassoit et là ça fait la cassure et très vite en fait ça prend 20 secondes. Surtout qu'en fait assez vite les coureurs derrière comme EF, ils attendaient en fait que les coureurs de derrière rentrent, donc tout le monde ne tournait pas et puis du côté de la Bora, Sagan avait pas des très bonnes jambes, donc voilà. Donc on s'est retrouvé donc avec Alaphilippe devant et puis voilà, il a fait une très bonne étape. Après voilà, c'est des conditions qu'il n'apprécie pas, ça je vais pas revenir dessus. On se souvient Liège-Bastogne-Liège, on se souvient la fin du Tour de France. Il aime pas quand il pleut et qu'il fait froid. Donc c'est les championnats du monde pareil, c'est vraiment les conditions humides, il aime pas, on le voyait, il essayait de se réchauffer, de retrouver des sensations au niveau du bout de ses doigts, mais il n'y arrivait pas et donc c'était un peu compliqué pour Alaphilippe. Deux autres coureurs qui ont fait la bonne opération du côté des équipes françaises, enfin des Français, des équipes françaises, c'est Jérôme Pinault, j'allais dire. C'est Thibaut Pinot et Rudy Mollard, les deux coureurs de la FDJ, qui finissent à 15 secondes. Alors Thibaut Pinot, bien placé toute la journée, même si à un moment il se fait avoir. Rudy Mollard, c'est pas une surprise. Il a déjà remporté une victoire d'étape sur Paris-Nice. Il est toujours en forme à cette période-là de la saison. Donc c'est pas une surprise. Et puis également bien placé, c'est Quintana, qui finit également à 15 secondes du côté d'Arkea Samsic. Pas une surprise non plus du côté de Quintana, qui soit bien placé, parce que c'est un coureur qui, quand il est en forme, sait très bien se placer. Et on l'a souvent vu à l'avant dans des coups de bordure. Donc le placement est pas un problème pour Quintana. Du côté des coureurs français ou dans les équipes françaises où ça a été un petit peu compliqué, on commence avec Guillaume Martin, le coureur de la Cofidis, qui avec Romain Bardet sont les deux à perdre 2 minutes 42, donc pour la victoire c'est fini. Romain Bardet il avait beaucoup d'ambition, Guillaume Martin je sais pas s'il avait énormément d'ambition sur ce Paris-Nice, mais de toute façon s'il en avait c'est fini pour la gagne. Après comme il y a 30 coureurs qui ont réussi devant, il y a quand même la capacité pour ces deux coureurs là de faire un top 20 et puis se retrouver à 2,42 c'est pas une si mauvaise chose s'ils veulent tenter une échappée lors de l'arrivée de la Colmanian ou même sur l'étape de Ghana qui va traverser la Loire et l'Allier où je pense qu'une échappée peut s'imposer sur cette étape là. On n'oublie pas Warren Barguil. Je vais refaire un petit tour du côté du classement si on a du monde qui est arrivé. Donc est-ce que j'ai désormais Warren Barguil? Si, Warren Barguil donc, qui finit à 14 minutes. Donc dans les derniers avec Pierre Barbier par exemple et Pascal Ackermann, un peu surprenant. Pas en forme Ackermann, mais bon voilà, mauvaise journée pour Warren Barguil qui pouvait pas éviter la chute. Il avait beaucoup d'ambition pour ce Paris-Nice, il était plutôt en bonne forme, on l'avait bien vu sur les classiques Drôme et Ardèche. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la regarder. Bien entendu, et à mettre un pouce bleu et à vous abonner, qui fait pas du tout le forcing. Mais voilà, pour Barguil aussi, mauvaise journée. Et puis les sprinteurs français, alors là c'est en général, tous les sprinteurs français, que ça soit Boigny, les deux frères Barbier, Coquard, Sarro, mais également Hofstetter, qui aucun n'est dans le premier groupe, donc forcément c'était impossible pour eux de s'imposer. Et puis également Niki Terpstra. Inquiétant Niki Terpstra je trouve, parce que c'est le genre d'étape où normalement un coureur qui aime les courses pavées est plutôt devant, et j'ai l'impression qu'il y a du laisser aller depuis quelques temps chez Niki Terpstra, parce que là il n'a pas fait le forcing, il finit à 3,40 mais on ne l'a jamais vu bien placé dans le peloton. Niki Terpstra, et normalement c'est un coureur qui doit être devant sur ce type d'étape, et s'il n'est pas devant c'est que je m'inquiète pour sa condition physique. Et on est quand même pas si loin du GPE3, de Gand-Wevelgem, également de Tour des Flandres. Et c'est inquiétant pour un coureur qui mise quand même 90% de sa saison sur ces courses-là. Attaque de Marlou! Et du côté des coureurs au top, sur cette vidéo qui est un petit peu longue, mais il y a beaucoup de choses à dire. On va commencer par Maximilian Scharmann, l'Allemand, le coureur de la Bora, qui s'impose, qui a été très très fort, qui bat quand même Dylan Teuns, alors que les deux sont partis au même moment. Il bat aussi Bennett à Alaphilippe, mais les deux étaient devant depuis 30 km. Et puis surtout, pas forcément hyper aidé par son équipe, parce que c'est avec la Bora
On a aussi Ackermann et il y a beaucoup de coureurs qui ont été lâchés très vite du côté de la Bora, qui a été très mal placé, et lui il a réussi à s'en sortir avec Sagan, et c'est là où on voit qu'il a changé un petit peu de statut dans l'équipe. Maximilian Schramm, c'est que Sagan l'a protégé. Alors ça veut peut-être aussi dire que Sagan n'est pas en très grande condition physique, mais Schramm qui est protégé par Sagan il protège pas n'importe quel coureur, donc ça veut dire que il protège Maïka, et là il a protégé Schramm, donc ça veut dire que Schramm a des ambitions sur ce Paris-Nice. C'est un coureur qui a fait un bon tour de l'Algarve, qui est capable d'être performant sur le chrono également du côté de Saint-Amand-Montrond. Après il faudra voir, la Colmiane c'est peut-être un peu long pour lui, mais à la Philippe on disait ça pendant très longtemps, et puis maintenant il est capable de s'imposer sur des côtes d'une quinzaine de kilomètres. Donc il faudra voir pour Schramm, ça sera vraiment la Colmiane, mais il est capable de rester devant pendant très longtemps, et puis voir si également 8 jours de course dans des conditions difficile, il peut être performant. Nibali également, parce que Nibali, il s'est pas fait avoir, contrairement à la majorité de son équipe. Il finit à 15 secondes. Alors la majorité de son équipe, sauf quelques coureurs, je reprends un petit peu le classement, hop, du côté de la de la Trek, je reprends, c'est peut-être même le... Ah oui, non, il y avait Jesper Stuyven. Mais voilà, ils sont pas beaucoup du côté de la Trek à s'en être bien sortis. Et Vincenzo Nibali, il garde toutes ses chances pour la victoire. Comme Pinot, comme Rudy Mollard, comme Quintana. Il a fait une très bonne journée. Voilà. Et puis Daniel Kangert à 15 secondes aussi. Alors, faut toujours se méfier de Kangert parce que j'ai l'impression qu'il est plutôt en bonne condition physique. On l'a vu également sur la classique. C'était pas la classique de... Si, il était là déjà sur la classique de l'Ardèche. Il a été également... il a fini deuxième. Il finit 9e de la Drôme classique le dimanche, donc ça veut dire qu'il est plutôt en bonne condition physique. On connaît ses qualités de grimpeur. Je sais qu'il est pas si mal sur le contre-la-montre, je crois me rappeler, même si c'est pas forcément la discipline qui travaille le plus, donc faudra voir. Il pourrait nous sortir une très très bonne course. Et puis on n'oublie pas également Higuita Garcia, le Colombien, qui fait également une bonne course. Et puis Nizzolo, le sprinter, qui finit 7ème et qui montre qu'il est en très bonne condition physique. Je l'avais vu sur les classiques belges, sur le Omloop Het Nieuwsblad, où il était plutôt là. Eh bien, il confirme également. Du côté des déceptions, du côté des coureurs étrangers, on va aller assez vite. Van Garderen, Jungels, une 44 et 2 minutes. Van Garderen, c'est dommage parce qu'il faisait partie du groupe de tête. Jungels également, mais il n'a pas tenu en fin de course, et j'ai l'impression que sa condition physique n'est pas exceptionnelle. Peut-être qu'il a des objectifs plutôt en fin de saison. Jungels, c'est qu'il a fait un petit peu comme à la Philippe, c'est-à-dire qu'il tente de retarder son pic de forme. Et puis on n'oublie pas également Richie Porte et Kreuziger qui perdent 2,42. Porte qui était déjà lâché en fait avant la chute, donc il a été en difficulté pendant toute la journée vu qu'il a été lâché à 100 bandes de l'arrivée. Donc c'est compliqué, et Richie Porte, il va devoir maintenant travailler pour Nibali pour ce Paris-Nice. Lui qui voulait peut-être montrer qu'il pouvait être un leader plus qu'un sous-fifre pour Richie Porte, pour Nibali, pardon, il a plutôt montré l'inverse aujourd'hui. Puis Kreuziger, après, c'est quand même inquiétant parce que c'est un coureur qui a quand même des gros objectifs sur les classiques ardennaises. Et donc de perdre 2,42, est-ce que c'est une condition physique ou simplement un mauvais placement pour le coureur de la NTT? J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Demain, on se retrouve pour le débrief à peu près à la même heure, un peu plus tard je crois, parce que l'étape finit à 16h30. Un truc comme ça, donc on se retrouvera vers... moi je ferai l'enregistrement vers 17h, donc la vidéo sera disponible vers 19h30, 20h, pour faire le débrief de cette étape numéro 2, qui va être aussi très animée, parce que les conditions climatiques, et je vous invite à regarder ma présentation de l'étape, sont très difficiles, et qu'il y a des possibilités de coups de bordure. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Oui, la prochaine fois, la vidéo fera pas un quart d'heure, à part s'il y a beaucoup de choses à dire. Et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!